Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Peu de temps après la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine le 24 février de cette année, j'avais consacré une émission à une réflexion sur la guerre, à partir de la lecture du grand livre de Clausewitz, De la guerre. C'était l'émission du mois de mars. Cette lecture me paraissait utile pour éviter des généralités sur la guerre, pour réfléchir justement à ce qui se passe en Ukraine. Et il s'agissait de comprendre la spécificité de la guerre, de dégager sa logique, en se tenant à distance des considérations sur ses causes et ses effets. Et pour cette raison, j'avais écarté une réflexion comme celle de Freud, qui s'interroge sur les racines profondes de la guerre, mais a le défaut de ne pas cerner la spécificité de la violence de la guerre. Je voudrais aujourd'hui aborder cette réflexion, justement, à partir de deux textes de Freud. Le premier est écrit en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Il a pour titre « Propos d'actualité sur la guerre et la mort ». Le deuxième paraît 17 ans plus tard, en 1932. Il s'agit d'un échange épistolaire entre Freud et Einstein qui paraît sous le titre « Pourquoi la guerre ?» Le point de départ de la réflexion de Freud, c'est le désarroi profond engendré chez lui, comme chez beaucoup de ses contemporains, par la Première Guerre mondiale. Il est sidéré, désorienté, désemparé, comme en témoigne le début de son premier texte, qu'il écrit un an à peine après le commencement de la guerre. Il vit alors à Vienne, parmi les gens restés à l'arrière, dit-il, et deux de ses fils combattent sur le front. Et il est sans nouvelles. Comme en témoigne aussi Stefan Zweig, un grand ami de Freud qui était comme lui un juif viennois. Dans son dernier grand ouvrage, Le monde d'hier, l'optimisme était de rigueur au début du XXe siècle. Je cite Stefan Zweig. On croyait aussi peu à des rechutes dans la barbarie, telles que des guerres entre les peuples d'Europe, qu'aux spectres et aux sorciers. Nos pères pensaient sincèrement que les frontières des divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune, et qu'ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tout le genre humain. Fin de citation. Aussi, la Première Guerre mondiale va mettre fin à des décennies de foi dans le progrès moral de la civilisation. Freud ne se borne pas à un constat. Il veut comprendre les raisons de ce désarroi. Et comme il va le montrer, celui-ci a pour cause les désillusions que cette guerre a engendrées. Je cite Freud. Parmi les facteurs responsables de la misère morale des gens restés à l'arrière, et dont ceux-ci ont tant de mal à venir à bout, il en est deux que je voudrais souligner et traiter ici. Les désillusions que cette guerre a engendrées et l'attitude différente envers la mort que, comme toutes les autres guerres, elle nous impose. Alors, faute de temps, je ne parlerai pas du deuxième facteur évoqué par Freud, c'est-à-dire l'attitude envers la mort que la guerre nous impose. J'aborderai l'examen des désillusions engendrées par la guerre. Ces désillusions sont ici le fait des hommes des grandes nations européennes qui se présentent comme des nations civilisées et prétendent avoir la mission de guider l'humanité. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces hommes avaient la conviction de faire partie des grands peuples civilisés qui jamais ne pourraient s'opposer les uns aux autres dans des guerres comme celles qui opposent des peuples barbares ou encore des peuples primitifs à des peuples civilisés.
Ils avaient cette conviction car ils se voyaient capables de régler rationnellement leurs dissensions et leurs conflits d'intérêts tout autrement que par la violence et la guerre. Ils avaient cette conviction parce qu'ils s'estimaient suffisamment civilisés pour s'imposer des normes morales et renoncer à la satisfaction d'un certain nombre de leurs pulsions dans l'intérêt de la communauté. Selon cette conviction, une guerre entre nations civilisées est d'autant plus inconcevable que l'État qui est à leur tête est lui-même civilisé, puisqu'il place ces normes au fondement de son existence et veille à leur respect en punissant les individus qui leur désobéissent au détriment des autres. Dans les nations civilisées, on vivait ainsi en ce début du XXe siècle dans l'idée que l'État ne peut pas lui-même aller à l'encontre des normes qui fondent son existence. On pensait que le progrès moral civilisait aussi bien les individus que les États et qu'on ne pouvait que s'éloigner toujours davantage de la barbarie qui ne pouvait affecter que des nations primitives. Ce progrès était en outre confirmé par l'intégration de certains peuples, hier encore tenus pour indésirables, au sein des nations européennes. Freud évoque ici allusivement le cas des Juifs, qui en France, puis en Prusse, puis en Autriche, ont été reconnus comme des citoyens à part entière et ont cessé d'être mis à l'écart comme des parias. Évidemment, cela sera mis en cause par le nazisme. De manière générale, le progrès de la civilisation entraîne une ouverture à la différence des peuples étrangers. On cesse de les confondre avec des ennemis. L'étranger est d'autant moins appréhendé comme un ennemi que nombreux sont les hommes des nations civilisées qui quittent leur patrie pour un séjour à l'étranger et se sentent chez eux ailleurs, et se sentent tout à fait chez eux ailleurs que dans leur nation. Comme l'écrit Freud, dans une nouvelle patrie plus vaste. C'était notamment le cas de Freud qui aimait beaucoup voyager en Italie. Ainsi, les hommes des nations civilisées ne se sentent plus seulement français, allemands, autrichiens ou anglais, ils se sentent européens, ou mieux encore, ils se sentent citoyens du monde. Cet esprit d'ouverture leur permet d'apprécier toutes les œuvres, tous les trésors de la culture humaine, de quelque pays qu'ils soient. Et Freud fait ici, en quelque sorte, le portrait de l'homme européen des Lumières, qui cultive son esprit et son goût au contact des œuvres des grands penseurs et des grands poètes de l'humanité. Alors, est-ce à dire que, pour ces hommes des nations civilisées, les guerres ont complètement disparu? Ils ne vont pas jusque-là. Ils savent qu'il y aura toujours des différends qui rendent des guerres inévitables. Toutefois, ils se figurent qu'elles obéiront toujours à des règles, qu'il sera interdit de s'en prendre aux civils, aux femmes, aux enfants, qu'il sera aussi interdit de tuer les blessés, d'attaquer les médecins, les infirmiers. Aussi, après avoir montré l'idée que les hommes des nations européennes se faisaient de la guerre avant 1914, il conclut ainsi: une telle guerre, c'est-à-dire la guerre telle qu'il l'envisageait, une telle guerre aurait tout de même entraîné bien des horreurs difficiles à supporter, mais elle n'aurait pas interrompu le développement des relations morales entre ces grandes entités de l'humanité que sont les peuples et les États. Ainsi, les hommes des nations civilisées ne pouvaient pas croire qu'un jour puisse se produire une guerre qui entraînerait l'arrêt des relations morales entre leurs nations. Et c'est pourtant ce qui est arrivé avec la Première Guerre mondiale. Pourtant, cette grande guerre qui va commettre tant de ravages, à laquelle il refusait de croire, cette grande guerre a bien éclaté, plus meurtrière, plus barbare que toutes les précédentes, et détruisant tout. Je cite Freud. Elle outrepasse toutes les limites auxquelles on s'astreint en temps de paix, ce qu'on avait appelé le droit des gens, c'est-à-dire au fond les règles qui
limiter l'usage de la violence dans la guerre, comme le respect par exemple des civils ou des prisonniers. Elle ne reconnaît pas les droits du blessé et du médecin. Elle renverse tout ce qui se dresse sur son chemin dans une fureur aveugle, comme si après elle, il ne devait y avoir ni avenir, ni paix entre les hommes. Elle rompt tous les liens de la communauté qui rattachent encore entre eux les peuples en lutte et menace de laisser après elle des ressentiments qui rendront pendant longtemps impossible de renouer ces liens. Telle est la forme de guerre nouvelle inaugurée par la Première Guerre mondiale. Une guerre sans limite, une guerre sans règles. On comprend maintenant la nature des désillusions engendrées par cette guerre. On croyait que la civilisation moralise l'homme et l'éloigne de la violence la plus barbare. On découvre qu'il n'en est rien. Il semble que la civilisation ne soit qu'un vernis superficiel qui s'efface dès que la guerre éclate, pour laisser libre cours à des pulsions agressives et destructrices qui rendent l'homme dit civilisé capable des pires atrocités. On croyait que les hommes et les nations civilisées sont incapables de se livrer avec fureur à des violences cruelles. Et on pensait qu'ils étaient capables de respecter quelques règles en cas de guerre. Il n'en est rien. Ce n'étaient là que des convictions illusoires. Les illusions de l'homme, que Freud appelle le citoyen du monde civilisé, entrent, dit-il, en collision avec une partie de la réalité et s'y fracassent. D'où son profond désarroi. Reste à comprendre pourquoi les convictions de cet homme sont des illusions. Le terme d'illusion est ici très important. Il va être au cœur de l'analyse de Freud. Que veut montrer Freud surtout ? Que l'homme civilisé est prêt à prendre ses désirs pour la réalité. Il est prêt à croire que la civilisation est porteuse d'un progrès moral, que l'histoire s'achemine vers l'union des peuples et l'avènement de la paix mondiale. Or, c'est là une illusion. Une illusion qui lui masque la réalité et lui évite de se confronter à sa terrible dureté. Mais lorsque la guerre fracasse son illusion, comme c'est le cas avec la guerre 14, il est extrêmement démuni. L'illusion lui assurait une protection psychologique dont il ne dispose plus. Aussi, le meilleur moyen de le soutenir, ce n'est pas de le maintenir coûte que coûte dans cette illusion, c'est impossible, mais c'est de lui ouvrir les yeux et de lui montrer en quoi il était dans l'illusion, afin de se confronter dorénavant et lucidement à la réalité. C'est ce que nous verrons après la pause. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté.
Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné, devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. L'illusion n'est pas réductible à une erreur. Elle peut être une erreur, mais elle n'est pas nécessairement et toujours une erreur. Elle est manifestement une erreur quand elle est en contradiction avec la réalité, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour prendre un exemple très simple et bien connu, il n'est pas impossible qu'un jour, la bergère qui rêve d'épouser un prince charmant rencontre son prince charmant et l'épouse. Il n'est pas impossible qu'un jour son désir se trouve exaucé. Mais l'essentiel dans l'illusion n'est pas là. Il n'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, si elle se réalisera ou non. L'essentiel est de comprendre que celui ou celle qui est dans l'illusion n'est pas vraiment soucieux d'une confirmation de son illusion par la réalité. Il y croit, et cela lui suffit. L'illusion est une croyance qui le tient à l'écart de toute confrontation avec la réalité. Celui qui a une illusion est sûr que sa croyance sera exaucée et de cette façon, il s'épargne le déplaisir que pourrait lui infliger un démenti de la réalité. L'illusion est donc une croyance motivée par un désir qui tend à persister par la force de ce désir. La bergère ne dit pas « j'aimerais rencontrer un prince charmant », elle n'évoque pas une probabilité. Et quand on lui ferait remarquer qu'il n'est pas sûr qu'elle rencontre un jour son prince charmant, ce genre de remarque ne l'ébranle pas. Elle est certaine qu'elle le rencontrera. Celui ou celle qui a une illusion tient à son illusion, car elle est la satisfaction d'un désir. Elle procure un bénéfice psychologique. Et comme l'explique Freud justement dans son texte, l'avantage des illusions, c'est qu'elles nous épargnent les sentiments de déplaisir. Ils nous font à la place éprouver des satisfactions. Quand, en revanche, les illusions entrent en collision avec la réalité, quand elles s'y fracassent, comme c'est le cas avec la Première Guerre mondiale, on ne peut plus en tirer bénéfice. On est brutalement démuni, condamné au sentiment de déplaisir. Pour surmonter notre désarroi, nous n'avons alors pas d'autre solution que de regarder la réalité en face, que de nous y confronter, en faisant appel aux ressources de notre intelligence, et en cherchant d'abord à comprendre pourquoi nous étions dans l'illusion. Pour guérir de ce désarroi, la solution est d'abord d'agir sur ses causes, c'est-à-dire, comme dit Freud, de traiter les désillusions engendrées par la guerre. Le propos de Freud est médical. Pour soulager la douleur, traitons la maladie. Le traitement des désillusions exige un examen des véritables apports de la civilisation, qui ne se fie plus à ce que nous aimerions en croire, mais qui permettent d'en mesurer les limites. Quelles sont les véritables capacités de la civilisation ? C'est l'objet de la première partie de ces propos d'actualité sur la guerre et la mort. Comment expliquer que la guerre, qui en 1914 oppose des nations civilisées, engendre un déchaînement de violence en contradiction totale avec les idéaux de l'humanité civilisée ? Comme le montre Freud, l'explication se trouve surtout dans la perversion de l'État en temps de guerre. Alors qu'il est censé fonder son existence sur des règles de justice et veiller à leur respect par ses ressortissants pour le bien de la communauté, l'État s'en affranchit complètement en temps de guerre. Il était censé monopoliser la violence pour réprimer l'injustice des individus,
Et voilà qu'il monopolise la violence pour s'autoriser toutes les injustices en temps de guerre. Je cite Freud. Si l'État a interdit à l'individu l'usage de l'injustice, ce n'est pas parce qu'il veut l'éliminer, mais parce que, au même titre que le sel et le tabac, il veut la monopoliser. L'État en guerre s'autorise toutes les injustices, toutes les violences qui déshonoreraient l'individu. Fin de citation. L'État ainsi se croit tout permis, il piétine cyniquement toutes les règles, toutes les normes, toutes les règles civilisées qu'il impose à ses ressortissants. Les sacrifices qu'il leur impose sont sans contrepartie de sa part. Loin de leur assurer la protection, comme il se devrait, eh bien, je cite ici Freud, il exige de ses citoyens le maximum d'obéissance et de sacrifice, et il les met sous tutelle, par un excès de dissimulation et par une censure de la communication et de la liberté d'expression qui ôte à l'état d'esprit des gens déjà intellectuellement opprimés les moyens de se défendre face à toutes les situations défavorables et à toutes les rumeurs pernicieuses. Fin de citation. Désinformation, manipulation, propagande outrancière, censure, anéantissement de la liberté d'expression. Aucun abrutissement n'est épargné aux citoyens, que l'État met ainsi sous tutelle. À partir du moment où l'État reconnaît comme légale la violence et l'injustice qu'il s'interdisait antérieurement, il porte un coup fatal à la moralité. Comme l'écrit Freud, on ne doit pas non plus s'étonner que le relâchement de toutes les relations morales entre les grandes entités de l'humanité ait retenti sur la moralité des particuliers. Dans un tel contexte, en effet, comment s'étonner qu'il devienne facile de tuer, de violer, de piller? L'interdit de tuer perd toute consistance universelle. Quand la société cesse de réprouver le crime et la violence, on ne peut pas s'étonner d'assister en temps de guerre à toutes sortes d'actes de cruauté, je cite, de perfidie, de trahison et de brutalité qu'on aurait cru inconciliables avec le niveau de civilisation des hommes. Cette découverte met en cause, en tout cas, l'opposition qu'on établissait traditionnellement entre le civilisé et le barbare. Impossible désormais de considérer que les nations civilisées sont moins exposées à la cruauté que les nations que les Européens au début de ce XXe siècle appelaient primitives. Il faut plutôt admettre l'inverse. Les nations primitives sont moralement supérieures aux nations civilisées en ce qu'elles respectent les morts et suivent des règles dans l'usage de la guerre. En outre, leur faible technique d'armement ne leur donne pas les moyens de massacrer à une très vaste échelle comme en disposent les nations civilisées. Toujours est-il que la perversion du rôle de l'État, à laquelle on assiste en temps de guerre dans les nations civilisées, a des répercussions profondes sur la conduite des hommes. Le relâchement moral encouragé par la guerre révèle alors brutalement que la moralité des hommes n'est rien d'inné et d'inflexible. La moralité s'avère comme un acquis fragile de la civilisation. Et il nous faut alors réfléchir à son mode d'acquisition. De quelle manière la civilisation contribue-t-elle à la façonner? Comment les hommes deviennent-ils capables de moralité? Pour Freud, il est clair qu'il n'y a pas de bonté ni de méchanceté morale innée. L'homme n'est ni bon ni mauvais en soi. Les pulsions qui sont les siennes, pour le dire autrement, les tendances qui sont les siennes, ne peuvent être dites mauvaises d'ailleurs qu'au regard des exigences de la civilisation. Elles sont mauvaises lorsqu'elles sont incompatibles avec ces exigences, avec les exigences de la communauté humaine. Alors au départ, il y a chez les êtres humains des pulsions égoïstes, agressives, comme un certain goût pour la cruauté par exemple, mais elles ne s'expriment jamais à l'état brut chez l'adulte. L'éducation fait subir à
à ces pulsions des transformations. Elles peuvent ainsi être inhibées, refoulées, ou encore sublimées, c'est-à-dire orientées vers des buts idéaux. L'éducation, la socialisation, entraînent donc un certain remodelage des pulsions primitives. Mais ce remodelage est assez limité. On aurait tort de surestimer son importance, comme on aurait tort de surestimer également le nombre des hommes qui ont acquis une profonde aptitude à la civilisation, pour employer cette expression de Freud. Rares, en effet, sont les hommes dont les pulsions égoïstes ont été transformées en pulsions sociales. Rares sont les hommes qui sont, en ce sens, pleinement civilisés. La majeure partie des hommes obéissent aux prescriptions de la civilisation essentiellement par la contrainte, et non pas par goût. Car l'éducation échoue largement dans son entreprise de domestication et de socialisation des pulsions. Et sur ce point, la conclusion de Freud est assez sévère. Elle vaut la peine d'être citée d'ailleurs. Celui qui est poussé, dit-il, celui qui est poussé à réagir constamment en fonction des prescriptions qui ne sont pas l'expression de ses tendances pulsionnelles, celui-là vit psychologiquement parlant au-dessus de ses moyens et peut être tenu objectivement pour un hypocrite, qu'il ait ou non une conscience claire de cette différence. Il est indéniable que notre civilisation actuelle favorise dans une mesure extraordinaire le développement de cette sorte d'hypocrisie. Il y a donc bien plus d'hypocrites civilisés, dit Freud, il y a donc bien plus d'hypocrites civilisés que d'hommes vraiment civilisés. Fin de citation. Ainsi, rien d'étonnant à ce que lorsque la guerre fait irruption, les acquis moraux de la civilisation disparaissent assez vite, comme un vernis superficiel. L'homme civilisé, derrière son masque de rationalité et de civilité, reste habité par des pulsions agressives et destructrices qui le rendent capable des pires atrocités. Si en temps de paix, ils ne s'y livrent pas, c'est en raison de leur inhibition. C'est par crainte non seulement de la sanction publique de l'État, mais aussi en raison du sentiment de culpabilité qui résulte de l'intériorisation des normes de la civilisation. Pour l'essentiel, la morale consiste dans ce sentiment de culpabilité. Elle est, dit Freud, originellement une peur sociale, rien de plus. Car elle est originellement la réponse à la crainte de la sanction qu'exerce la société sur l'individu, à travers d'abord les parents, puis les éducateurs. Si la guerre révèle le caractère superficiel de la civilisation, faut-il alors conclure à sa nullité ? Faut-il conclure à son incapacité à élever les hommes à la moralité, à produire chez eux une véritable aptitude à la civilisation ? Ce n'est pas la conclusion de Freud. Je cite Freud. « En réalité, les hommes ne sont pas tombés aussi bas que nous le craignions, pour la bonne raison qu'ils ne s'étaient pas élevés aussi haut que nous nous l'étions figuré. C'est parce que nous prenions les hommes pour des anges que nous avons cru qu'ils devenaient des monstres inhumains en faisant la guerre. Nous pensions qu'en se montrant si cruel, l'homme tombe en deçà de l'homme. Mais là est précisément notre illusion. En réalité, jamais l'homme ne s'est élevé au niveau où l'homme des nations civilisées du début du XXe siècle pensait. La guerre ne l'a pas transformé en monstre, elle lui a donné seulement l'occasion de satisfaire ses pulsions réfrénées. Reste maintenant à savoir si la guerre est évitable, si elle s'explique fondamentalement par des pulsions destructrices, est-elle une fatalité ? C'est à cette question que nous devrons tenter de répondre après la pause. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille: ah,
Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on la fiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Si la guerre s'explique par des pulsions destructrices, est-elle pour autant une fatalité ? Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur le deuxième texte de Freud que j'ai mentionné au début. Il s'agit d'une lettre réponse adressée à Einstein en 1932, soit 17 ans plus tard que le texte des propos actuels que nous avons lus. La correspondance entre Einstein et Freud sur le sujet de la guerre est publiée sous le titre « Pourquoi la guerre ?». Pour bien comprendre la réponse de Freud à Einstein, il faut bien sûr d'abord comprendre la question que lui adresse ce dernier. Selon Einstein, et il n'est pas le seul à penser ainsi, il faudrait créer une autorité législative et judiciaire mondiale devant laquelle les États seraient contraints de s'incliner pour établir une véritable paix mondiale. Mais Einstein constate qu'on en est encore très éloigné. On est très éloigné de la mise en œuvre d'un tel projet, malgré la création à la fin de la Première Guerre mondiale de la Société des Nations. Et cela pour deux raisons, essentiellement. D'une part, parce que les grandes autorités qui détiennent le pouvoir, économique, militaire, politique, ne sont pas prêtes à renoncer à une parcelle de ce pouvoir et cherchent avant tout à maintenir leur domination sur la grande masse de leur peuple. Et d'autre part, surtout, parce qu'au cœur de l'homme, dit Einstein, se cache un besoin de haine et de destruction qui, en temps de paix, existe à l'état latent, mais qui peut être éveillé par la guerre et dégénéré en psychose collective. C'est sur ce point précis qu'Einstein s'adresse à Freud, parce qu'il est, dit-il, le grand connaisseur des instincts humains, qui seul peut apporter ses lumières. La question qu'il lui adresse est ainsi exactement la suivante, je la cite. « Existe-t-il une possibilité de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction ?» Fin de citation. L'enjeu est donc celui de savoir si on peut empêcher la guerre, et si c'est le cas, il s'agit de savoir quels sont les moyens dont on peut disposer pour lutter contre elle. Comme on va le voir, la réponse à cette question exige qu'on s'interroge d'abord sur la réalité de la guerre. Pourquoi la guerre ?
Pourquoi les hommes ont-ils besoin de la guerre ? Quelle est la nature de l'obscure attirance qu'ils éprouvent à son égard ? La réponse de Freud va se faire en 2 temps. Premier temps, il ne fait aucunement appel à ce qu'il sait par la psychanalyse. Cette première partie est proprement politique et historique. Freud reprend à sa manière la réflexion du grand philosophe Emmanuel Kant, qui a rédigé en 1795 un projet de paix perpétuelle qui a largement inspiré l'établissement de la Société des Nations au sortir de la Première Guerre. Le président américain, Wilson, était un grand admirateur de Kant. Deuxième temps, Freud apportera, dans ce second temps, un éclairage psychanalytique en faisant référence à sa théorie des pulsions. Voyons le premier temps. Freud n'est pas le premier à évoquer l'idée d'un penchant agressif des hommes. On retrouve cette idée, notamment chez Kant, qui parle à ce sujet d'une insociable sociabilité des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont à la fois besoin les uns des autres, et en même temps, ils se comportent comme s'ils étaient seuls au monde. On ne peut pas compter sur la moralité des hommes et la sagesse des nations pour réaliser la paix. Les hommes sont foncièrement méchants et ne cherchent qu'à satisfaire égoïstement leurs intérêts et leurs passions. Quant aux nations, elles ne visent qu'à imposer leurs intérêts. Et quand c'est nécessaire, quand ça leur paraît nécessaire, par la guerre. De cette méchanceté, dit Kant, on peut toutefois tirer parti. Elle produit des effets tels qu'elle contraint les hommes et les nations à s'unir selon des règles de droit pour éviter de s'entre-déchirer. Ainsi, si on ne peut pas compter sur la bonté des hommes et la sagesse des nations, on peut en revanche compter sur une logique du processus historique qui résulte des effets produits par l'insociabilité des hommes. L'histoire est ainsi un processus qui, en quelque sorte, tire parti de l'insociable sociabilité des hommes et de leurs nations pour les contraindre progressivement à s'acheminer vers la paix. En d'autres termes, la guerre est paradoxalement le moyen de la paix. Pour ne pas s'entretuer, eh bien, les hommes et les nations sont en quelque sorte condamnés à s'entendre par des traités, par un droit international. Freud reprend en large partie le raisonnement de Kant, en montrant d'abord que si les hommes vivent selon des règles communes dans une société, c'est pour échapper à la violence du plus fort. En ce sens, le droit n'est jamais que la violence qui résulte de la force de la communauté et qui empêche que des individus n'imposent leur force au détriment des autres. Il montre ensuite que la logique de la guerre conduit les groupes humains à se réunir, à se rassembler dans des groupes plus vastes, car ils sont plus forts pour empêcher qu'un groupe plus petit n'impose sa force aux autres. Et de cette manière, Freud montre aussi, à sa façon, que la guerre achemine les hommes vers la paix. Pour qu'un groupe plus vaste que les autres, comme la Société des Nations par rapport aux nations, parvienne à établir la paix, il faut toutefois réaliser 2 conditions. D'abord, il faut créer une autorité suprême, supérieure en légitimité à l'autorité des États, dont sont dotées les nations. Deuxième condition, il faut doter l'autorité suprême, la Société des Nations, de la force appropriée qui lui permettra d'imposer ses décisions à tous les États. Cette deuxième condition est loin d'être satisfaite. Les États ne sont pas prêts à se dessaisir de leur pouvoir. Voilà pourquoi la Société des Nations instaurée à la fin de la guerre n'a aucune efficacité. Alors, dans la première partie de sa réponse à Einstein, Freud ne recourt aucunement, comme je l'ai dit, à l'éclairage de la psychanalyse. Il s'en tient, comme on l'a vu, à des développements
historico-politiques assez voisins de ceux qu'on trouve chez le grand philosophe Emmanuel Kant. Pour expliquer le besoin qu'ont les hommes de faire la guerre, souvenons-nous, Einstein suggère l'hypothèse de la présence en eux d'un instinct de haine et de destruction. Qu'en est-il ? Alors Freud donne raison à Einstein. Toutefois, il s'agit ici en l'état d'une idée beaucoup trop vague. Il faut fonder cette idée. Et c'est ce qu'il va faire en se référant à sa dernière théorie des pulsions, qui distingue d'un côté la pulsion de vie, Eros, et puis la pulsion de mort, Thanatos. L'idée essentielle est la suivante. La guerre a une réalité pulsionnelle. Alors cela ne signifie pas que les hommes aiment la guerre. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans leur vie pulsionnelle qui les y pousse et qui en jouit. Plus précisément, comme nous allons le voir, la guerre porte à l'expression collective une composante de la vie pulsionnelle, car elle est le résultat de la dérivation vers le monde extérieur de la pulsion de mort. Et c'est en 1920, dans un article qui a pour titre « Au-delà du principe de plaisir », que Freud fait pour la première fois l'hypothèse de cette pulsion de mort. Dans cet article, il se livre à des spéculations à propos des phénomènes de la vie, tout en s'appuyant sur les travaux d'un certain nombre de biologistes. Alors, je n'entrerai pas ici dans la précision de son développement, ce serait beaucoup trop long. J'irai directement et assez schématiquement à ses conclusions. Si je résume, il y a dans l'être vivant, et il ne parle pas seulement de l'homme, il y a dans l'être vivant une pulsion de mort qui tend à le faire retourner à l'état inanimé. C'est-à-dire que la pulsion de mort, c'est une pulsion qui travaille dans chaque être vivant à sa dissolution et le voue à la mort. À l'opposé de cette pulsion, il y a une pulsion qui pousse l'être vivant à s'unir à un autre être vivant et par là à s'opposer à la mort. Et ici, la sexualité est l'expression la plus remarquable de la pulsion de vie, Eros, et même de manière plus générale encore, on voit en quelque sorte à l'œuvre dans le vivant deux tendances opposées, deux pulsions. Donc la première, Eros, qui tend à unifier, qui tend à créer du lien, à produire des assemblages, des unités toujours plus larges et plus complexes. Et puis de l'autre, il y a Thanatos, la pulsion de mort, qui tend au contraire à délier, à défaire, à désassembler ce que Eros a lié et uni. Ces deux pulsions opposées n'existent pas à l'état isolé. On ne peut pas les observer isolément. Comme dit Freud, c'est de leur action conjuguée et antagoniste que découlent les phénomènes de la vie. C'est cette conjugaison et cette opposition qui permettent ainsi d'expliquer pourquoi, pour se conserver, l'être vivant a besoin d'expulser la pulsion de mort vers le monde extérieur. En s'extériorisant, la pulsion de mort devient alors pulsion agressive et destructrice. En d'autres termes, le maintien de la vie n'est possible que par l'expulsion de la pulsion de mort, sa dérivation en pulsion de destruction. Sans l'extériorisation de la pulsion de mort, bien l'être vivant serait condamné à périr. Et voilà pourquoi on peut conclure que la guerre est inévitable, comme dérivation vers l'extérieur, ici l'extérieur ce sera l'ennemi, à l'échelle collective de la pulsion de mort. En quelque sorte, la guerre satisfait la destructivité qui dérive de la pulsion de mort vers le monde extérieur, c'est-à-dire vers l'ennemi. Alors certes, une part de la pulsion de mort peut être retournée au-dedans des individus
pour éviter le déchaînement de la haine et de la violence à l'égard des autres hommes. Mais une part seulement. Dans son grand livre, Malaise dans la culture, et ici pour Freud, culture et civilisation ont le même sens, Freud explique comment la civilisation retourne l'agressivité qui dérive de la pulsion de mort à l'intérieur des individus en produisant en eux, par intériorisation de ces interdits, une conscience morale. La conscience morale, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas autre chose que le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité éprouvé par les individus, à la simple idée de s'écarter des interdits venant de la civilisation, eh bien ce sentiment de culpabilité est donc le résultat d'un retournement de la pulsion de mort par la civilisation, en quelque sorte, pour neutraliser en chaque individu son expression agressive contre les autres hommes. Doit-on conclure de cette analyse qu'on ne peut rien faire contre la guerre, qu'elle est de toute façon inévitable? Est-ce qu'on peut agir contre elle? Voici la réponse de Freud. On ne peut pas supprimer le penchant humain à l'agression, on ne peut pas supprimer la pulsion de mort, mais on peut s'efforcer au moins de le canaliser, de telle sorte que ce penchant ne débouche pas dans la guerre. La paix est irréalisable car la guerre est une expression pulsionnelle de l'homme, mais cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'y opposer, qu'on ne puisse rien faire contre la guerre. Alors comment agir? D'abord en luttant par l'instauration d'une fédération des peuples, d'un droit international, et ici Freud inscrit ses pas dans les idéaux des Lumières. Mais cela ne suffit pas, car jamais on ne parviendra à un état idéal, comme le fait remarquer Freud, c'est-à-dire un état qui résiderait dans une communauté d'hommes ayant assujetti leur vie instinctive à la dictature de la raison. C'est une citation. Il faudrait que la raison exerce sur notre propre vie instinctive une véritable dictature, pour que les hommes soient capables de vivre en paix les uns avec les autres. On ne peut pas, bien sûr, compter là-dessus. C'est impossible. Sur quoi pouvons-nous compter alors pour éviter la guerre? Eh bien, précisément sur ce que Freud appelle ici des liens de sentiment, ou si on veut tout simplement des liens affectifs. Mais il faut employer ici le terme affect au sens fort. C'est-à-dire des liens qui sont le produit de la pulsion de vie, Eros, lien grâce auquel les hommes peuvent former des communautés durables. On ne forme pas des sociétés seulement avec des liens d'intérêt. Il leur faut un moteur affectif. Il leur faut un ciment affectif, comme la fraternité. Les sociétés qui atomisent, qui pulvérisent les rapports sociaux, qui isolent les hommes et les individualisent à outrance en les bornant à leur intérêt immédiat, sont extrêmement dangereuses. Elles favorisent la violence et la guerre. Pour lutter contre la pulsion de mort, il faut précisément faire appel à son adversaire, Eros. C'est Eros qui engendre parmi les hommes des liens de sentiments. C'est Eros qui pousse les hommes à s'associer, à réaliser des projets communs, à s'unir pour construire un avenir commun. Et à s'unir, pas toujours et uniquement pour unir leurs forces contre d'autres groupes d'hommes, contre des ennemis, comme c'est malheureusement souvent aussi le cas. C'est là bien sûr un combat sans fin. Et pour conclure, je laisse ici la parole à Freud, qui s'exprime ainsi à la fin de sa correspondance avec Einstein. Je cite: « Si la propension à la guerre est un produit de la pulsion destructrice, il y a donc lieu de faire appel à l'adversaire de ce penchant, Eros. Tout ce qui engendre parmi les hommes des liens de sentiments doit réagir contre la guerre. »
Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Vous trouverez son podcast sur le site de la radio. Je vous dis à très bientôt. In the ceiling, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you and tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical in color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly?